Ce titre, monter une entreprise de 1 à 4 mois, nous permet de rentrer dans le point en fait, qui concerne les tout premiers instants de l'entreprise ou de la création d'un nouveau projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire quand on a déjà lancé sa boîte. Par contre, ça nécessite de prendre pas mal de recul sur soi-même, de se mettre pas mal en cause. L'idée, c'est qu'en fait, on ne devrait jamais mettre plus de 4 mois à créer l'entreprise. Alors, qu'est-ce que j'entends par créer l'entreprise? C'est déjà pas la SAS ou la SARL ou tous ces trucs juridiques dont on se fout complètement et sur lesquels on se prend la tête pendant des mois alors que ça n'a aucun impact. Donc, la création d'entreprise, c'est le jour où j'ai constaté qu'une personne était d'accord, que plusieurs personnes étaient d'accord pour me donner de l'argent en échange d'un problème que je lui ai réglé. Ce jour-là, mon entreprise, elle est créée. Que j'ai des associés ou pas d'associés, que j'ai créé ma société d'un point de vue juridique ou pas, que j'ai fait un business plan ou pas, et d'ailleurs c'est mieux si je ne l'ai pas fait, tout le reste n'a aucun intérêt. C'est la seule façon de savoir qu'une entreprise existe, c'est ça. Donc, tu parles aussi bien argent public que argent privé, que investisseur, que... tout type. Le jour où j'ai ça, c'est bon. Alors, il y a des business dans lesquels c'est difficile de le faire en 4 mois, c'est quand la cible, c'est des grosses entreprises. Parce que pour une grosse entreprise, 4 mois, c'est comme nous, 1 minute à peu près. Donc, c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là, on peut se contenter de dire j'ai un très gros intérêt de plusieurs entreprises et on négocie des contrats. Si déjà, au bout de 4 mois, on fait ça avec des grosses boîtes, c'est déjà très bien. Bon. Il y a énormément de choses qu'on s'est tous mis en tête de faire quand on crée une boîte qui sont inutiles. Alors, ce que je dis là, c'est l'inverse de ce que vous allez entendre à la chambre de commerce et dans 90% des endroits où on parle de création d'entreprise. Alors, ça, c'est la mauvaise façon de créer une entreprise. Et c'est la façon dont on les crée tous, malheureusement, et dont on nous dit de les créer. D'abord commence ça, l'idée. Donc, il n'y a pas pire qu'une idée. En tout cas, l'idée ne vaut rien. Pourquoi est-ce que tous les créateurs d'entreprise disent « je ne peux pas trop t'en dire, je ne peux pas trop vous en dire, parce que j'ai une idée, j'ai peur qu'on me la pique », parce qu'ils sont déjà en train de creuser leur tombe d'entrepreneurs. En fait, le problème des idées, il est multiple. 90% des idées sont mauvaises, et particulièrement quand elles ont l'air d'être bonnes. Parce qu'une idée, ce n'est pas avoir décidé de retirer une épingle dans la jambe de quelqu'un, par exemple. Vous savez, c'est ça en fait, la création d'entreprise, c'est que vous avez trouvé quelqu'un qui a une grosse épingle, et vous avez trouvé le moyen de lui enlever. C'est ça le truc. Sauf qu'en général, une idée, elle vient comment? Elle vient « j'aime bien faire tel truc » ou « ce serait cool de faire telle chose ». C'est pour ça en général qu'on crée une entreprise, et c'est surtout pas la bonne raison. Il y a des entreprises dans des domaines, par exemple créer une start-up dans un domaine sinistre comme la mort, ça n'arrive quasiment jamais. Il y a une entreprise qui s'est créée il y a quelques années sur ce domaine-là, qui s'appelle Simplifia, que j'ai vu passer en JEA. Et alors même s'ils ont eu pas mal de barrières à l'entrée et que c'est des super entrepreneurs, ça n'empêche pas que, au final, c'était le bon plan, parce que personne n'a envie d'aller bosser dans ce domaine-là, ou très peu de gens ont envie d'aller bosser dans ce domaine-là. Donc ça montre bien quand même qu'on crée des entreprises plus par goût que par problème. Parce que des problèmes, par contre, quand on a un proche qui est décédé, s'il y a vraiment un truc qu'on n'a pas envie de faire, c'est de la paperasse. Ça semble un problème évident pour tout le monde. Toute personne qui a perdu quelqu'un a ce problème-là. Donc, première chose, on essaye d'éviter de partir de l'idée et d'essayer de partir du problème. Alors, évidemment, si j'ai envie vraiment de faire un truc, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la bonne démarche. Mais dans ce cas-là, je vais vraiment essayer de me dire, je mets mon idée de côté et je vais vivre avec mes clients potentiels pour essayer de leur vendre quelque chose. Je vais vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire ça après. Mais en tout cas, surtout, je ne me mets pas dans le principe où je n'en parle à personne. Ça, c'est le deuxième gros truc de l'idée, c'est que comme en général on y tient à son idée, on n'en parle pas en se disant « on va me la piquer ». Et c'est là que du coup, on n'a aucun feedback utilisateur, aucun feedback client, que du coup, on ne s'entraîne pas à pitcher, parce qu'il faut pitcher 12 000 fois pour arriver à le faire correctement. On doit saouler le monde entier avec son idée pour que tout le monde puisse nous dire tous les trucs qui ne vont pas dans notre idée. Donc, il faut en parler à tout le monde. Alors, il ne faut pas forcément prendre en compte tous les retours. Parce que, en fait, les retours qu'il faut prendre, c'est ceux qui peuvent potentiellement acheter.
Donc on écoute de façon respectueuse les avis des amis, de la famille, etc., même si on n'en tient aucun compte. Ce qui va nous intéresser, c'est juste de s'entraîner à pitcher. Et des fois, il y a quand même des remarques de bon sens qui peuvent être dites quand même par des gens qui ne sont pas des potentiels clients. Mais en tout cas, on n'en fait pas un secret. La troisième chose, c'est que même si on vous pique l'idée, entre guillemets, quelqu'un d'autre se dit, voilà, c'est pas ça qui ferait que vous n'allez pas y arriver. Peut-être même que vous y arriverez mieux. Parce que, en fait, la seule chose qui est difficile, c'est pas d'avoir l'idée, c'est de faire l'exécution. L'exécution, c'est ça le plus dur. Donc, qui est-ce qui exécutera le mieux? Souvent, quand on est plusieurs à exécuter en même temps, ça challenge, ça motive, ça force à trouver des idées, des façons de réaliser la chose encore plus performantes. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire quelque chose de grand. Alors après, le grand 2, celui-là, c'est le pire. C'est le business plan. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est une abomination? Première chose, le business plan, ce n'est que le détail de comment j'imagine réaliser mon idée. Alors, quand on est dans un domaine traditionnel, c'est un peu plus facile de faire un business plan qui ressemble à quelque chose parce qu'on peut partir d'autres business plans existants. Par exemple, si je monte un kebab, c'est quasiment du clé en main le kebab. C'est-à-dire que j'achète à une même société la communication, la broche, la viande, tout. Donc globalement, le kebab, le business plan, mais dans ce cas-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'écrire finalement? J'ai juste besoin de le connaître. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de passer des heures à l'écrire? J'en suis pas sûr. Ça peut être intéressant si j'ai envie de me rassurer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce n'est pas un gage de succès. Alors, dès qu'il y a une once d'innovation, par contre, c'est un gage d'échec. Alors, l'innovation, ça vient vite, parce que, par exemple, finalement, l'artisanat, ce n'est pas innovant, ça existe depuis 10 000 ans, mais la façon dont toi, tu fais de l'artisanat, c'est innovant. Donc, là, autour de la table, il n'y a quasiment que de l'innovation. Alors, l'autre principal problème du business plan, c'est que, en fait, ça consiste à imaginer comment les choses vont se passer. Et il peut y avoir plein de façons de le. Donc, en gros, c'est se raconter l'histoire de ce que pourrait être l'évolution. Alors, on sait bien qu'elle ne se réalise jamais, mais vraiment jamais, comme c'est écrit dans le business plan. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Et en plus, dans le cadre de l'écriture de ce business plan, je vais fantasmer des choses. Et le problème, c'est que plus je les écris, plus j'y crois à mes trucs. Alors, je peux vous le dire, moi, je suis vraiment le champion pour ça. Il n'y a que quand un truc, je l'ai écrit, pour moi, c'est vrai, en fait. Mais je ne suis pas le seul. Parce que quand je discute avec, que ce soit quand je suis jury dans des concours de start-up, je rencontre pas mal de boîtes, j'en accompagne d'autres, j'en cofonde, etc. Bon, je vois bien. À partir du moment où les trucs ont commencé à être écrits, qu'on s'est dit, on va faire comme ça et comme ça, on est sûr qu'en fait, ça va se passer comme ça. Et du coup, on est aveuglé par la réalisation de ce plan. La création d'entreprise n'est pas un plan. C'est pour ça que déjà, et c'est même pas du business d'ailleurs, puisqu'en fait, donc c'est ni business ni plan, parce que en fait, au tout début, l'objectif, c'est de découvrir où est un problème. Donc, ce n'est pas encore vraiment de la monétisation. Et puis, ce n'est pas du plan, puisqu'en fait, tout ce qu'on peut faire au stade de la conception, c'est de trouver une première personne, d'essayer de comprendre comment elle fonctionne et où sont ses problèmes, et d'essayer de lui régler. Une fois qu'on a réussi à faire ça, et ça c'est très long et très dur, on va essayer de le faire pour une deuxième, puis pour une troisième. Et dans la mécanique, la première fois qu'on va régler le problème à une personne, ça va nous prendre peut-être 2 jours, alors que la personne va potentiellement nous payer rien ou 10 euros, par exemple. C'est un exemple. L'objectif, c'est que la deuxième personne, ça ne nous prenne pas 2 jours, mais par exemple 1 jour et demi, et que la personne nous paye 15 euros. Et progressivement, je vais arriver au stade où je suis rentable, sans même m'en apercevoir en fait. Et j'aurai appris dans la conception, dans la réalisation en fait, des solutions aux problèmes identifiés. Et souvent, je vais me rendre compte qu'en fait, le problème, il n'est pas si important que ça. Vous ne vendrez jamais un Doliprane à quelqu'un qui a pas mal à la tête. C'est pas possible, quoi, à un moment donné. Pourtant, le Doliprane, c'est un super truc. Alors après, il y a la troisième phase qui est la préparation. Ça, c'est lié aussi que quand on crée une boîte pour la première fois, on ne se sent jamais vraiment prêt. Le nombre de gens qui disent bah oui, mais on n'est pas vraiment prêt, on n'a pas commencé la com. Ah bon? Donne-moi un truc de plus urgent à faire dans ta journée que de commencer la com. Pas un exemple d'un autre truc que de faire de la com, en fait, sur ton projet maintenant. Ouais, mais je sais pas s'il faut que je fasse une SAS, machin.
et puis la RGPD, et puis tous ces trucs-là. Non, non, attends. Vends un truc déjà, après on parlera de ça. La préparation, c'est aussi, c'est pas complètement parfait. Mon site, il n'y a pas encore toutes les pages, il n'y a pas la présentation de l'équipe, j'ai pas mes conditions générales de vente. Il y a des gens qui font des conditions générales de vente, ils n'ont jamais rien vendu encore. Mais quand je dis des gens, c'est même tout le monde. Moi-même, je l'ai fait. Alors, ce processus de préparation, en fait, tue l'entreprise à petit feu. En fait, il ne faut pas préparer, il faut lancer, tout de suite, être très mécontent de ce qu'on fait, parce qu'il faut être très dur avec soi-même. Par contre, il faut le faire, il faut le lancer tout de suite. Lancer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire avoir son site, avoir sa plaquette, avoir sa carte de visite. Moi, j'ai arrêté d'avoir des cartes de visite, d'ailleurs. Commencer, c'est uniquement avoir trouvé un client à qui j'ai réglé son problème. Donc ça peut se faire après-demain ou après-après-demain. C'est pas quelque chose de long, en fait, en soi. Et surtout, il ne faut pas vouloir régler le problème à la personne comme on imagine qu'on le fera dans 2 ans. Typiquement, dans les boîtes où on a une conception d'application, de site web, de mise en relation, de e-commerce, on peut commencer à faire l'activité sans avoir ça. Et c'est pas on peut, c'est on doit le faire. Ça, je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler des MVP, donc le Minimum Viable Product, le truc le plus petit que je peux faire pour commencer. Ça, c'est vrai quand tu as des choses. Enfin, moi, il y a un objet connecté, je vois bien comment tu le fais sur Internet. On peut toujours faire une simulation. Vraiment, on peut toujours le faire. Déjà, je l'ai accéléré en 6 mois, mais il y a un moment donné, moins de 6 mois, c'est compliqué. Quoi. Alors, je vais te donner un exemple. Est-ce qu'un camion à hydrogène, ça te semble être un truc qu'on peut simuler? On peut potentiellement tout simuler, c'est après mes dépens. Mais Alors, l'idée, c'est que la simulation, elle est soit dans le fait de reproduire le produit ou le service dégradé, soit dans le fait de trouver des gens qui sont d'accord pour acheter avant même que ça existe. Il y a des mecs là qui ont lancé, ils avaient besoin de, je sais plus, un truc genre 500 millions pour pouvoir faire leur camion à hydrogène. Ils se sont dit, on ne convaincra jamais un investisseur de nous faire 500 millions pour lancer. Bon, ils ont démarché tous les types qui pouvaient potentiellement acheter. Ils leur ont dit, voilà, vous avez tel camion actuellement, si vous le remplacez par celui-là, au bout d'1 an, vous avez économisé tant. Si vous le voulez, vous signez là. Si jamais on le fait vraiment, vous avez signé. Si on le fait, et puis garantie, je sais pas quoi. Si on ne le fait pas, c'est pas valable. Ils ont fait 4 milliards de chiffre d'affaires, sans sortir un camion. Donc, là, c'est un exemple extraordinaire. Hein. Et ils sont très forts, mais on n'est pas obligé d'être aussi fort que ça. Même si je pense que même si vous ne faites pas de 4 milliards, vous serez content quand même de faire quelques milliers. C'est toujours jouable, toujours. Mais on va y réfléchir aussi. Je communique. Alors le problème là, il n'est pas sur le fait que le communique soit là, c'est qu'il soit, le communique existe, c'est qu'il soit qu'en 4e position. En fait, il est là que je communique. Et à la fin, j'ai des clients. Maintenant, regardons la bonne approche. Dans l'idéal, je découvre un problème. Si j'ai une idée, je cherche à découvrir un problème. Je le comprends et j'ai une idée cette fois-ci pour le régler. Mais cette idée, elle peut changer 20 fois parce qu'en fait, la façon de régler le problème, elle peut varier. Il y a plein des façons de les régler. Par exemple, nous, pour OptimizeMe, on s'est entêté, je me suis entêté, à vouloir absolument que le logiciel règle tous les problèmes des gens dès le début. Et je suis passé à côté d'énormément de chiffres d'affaires possibles, parce que j'ai toujours refusé de faire des accompagnements humains, en me disant, si le logiciel n'est pas capable de le faire, c'est que ça ne va pas. Alors qu'en fait, la bonne approche, c'était de faire les accompagnements humains et de progressivement éliminer le temps humain pour du temps logiciel. On l'a fait là, on a pu le faire il y a 2 ans. À partir du moment où on a lancé cette offre, on a fait 20 000 de chiffre d'affaires le premier mois, 25 ou 30, je ne sais plus, le deuxième, ensuite 45, etc. Enfin, ça a décollé d'un coup. Alors que c'était une offre qu'on aurait pu faire il y a 2 ans. Absurde. Donc dans l'idée, je règle le problème d'un premier client. Alors comment est-ce qu'on faisait pour régler le problème des clients d'OptimizeMe avant qu'OptimizeMe existe? Comme on avait l'agence, dans l'idée, je savais qu'OptimizeMe, ce serait en gros, le logiciel analyse automatiquement les pages et les gens voient une vidéo qui leur montre comment régler le problème
détecté dans leur logiciel de gestion à eux, leur CMS. Vous savez, c'est WordPress, PrestaShop, tout ça. Donc à terme, il y aurait eu une vidéo pour chaque CMS. Ben, j'ai fait ces vidéos quand même, et du coup, j'envoyais aux gens les vidéos pour leur dire, bon voilà, telle balise, il y a tel problème, il faut mettre tel truc, enfin il faut la remplacer par celle-là, et pour aller modifier ça, regardez la vidéo. Donc en gros, je faisais manuellement le travail du logiciel, ça me prenait des plombes. Hein. J'aurais été 10 fois plus rapide à régler moi-même le problème du client tout de suite. Pourquoi je faisais ça? Parce que je voulais expérimenter que le client il arrive vraiment à le faire, etc. C'est pour ça que le jour où on a vraiment sorti le logiciel, ça a tout de suite marché. Parce que le process, c'était le même que celui qu'on avait expérimenté pendant des plombes. Manuellement, et je peux dire que c'est pénible à faire. D'ailleurs, ça c'est un point, c'est que si c'est pas pénible, c'est qu'a priori on n'est pas dans le bon. Il faut que ce soit vraiment chiant, pour qu'on soit sûr. Je vais vous donner des exemples d'entreprises immenses que vous connaissez aujourd'hui, où le tout début c'était vraiment horrible. Ensuite, je fais le prévisionnel financier. Pourquoi je précise ça? Parce que dans le business plan, il y a aussi un aspect Excel. Vous savez, machin. Bon. Alors ça sert quand même à un truc. C'est à se rendre compte si globalement, ce qu'on est en train de vouloir faire avec nos quelques clients, ça va être scalable. C'est-à-dire en gros, est-ce que quand j'aurai 4 personnes, si j'en ai 1000, est-ce que ça me permet de vivre? Ou 100, ou 50. En tout cas, combien il faut que j'en ai à ce rythme-là pour en vivre? Parce que si je me rends compte qu'il faut que j'ai 1 million de clients dans 2 ans pour pouvoir me sortir un SMIC, c'est qu'a priori, il y a un souci. C'est ça l'idée. À mon avis, ça sert qu'à ça. Le corollaire étant quel est le besoin de financement que je peux avoir. Mais ce besoin de financement peut énormément baisser grâce au gros hacking. Et énormément. Si en fait je suis dans une mécanique où je me dis j'arrive pas à créer ma boîte parce que j'ai pas de financement, c'est sans pas bon. Ça me fait toujours flipper quand je vois ça. C'est qu'a priori je suis pas du tout dans la bonne méthode de création. Je peux toujours commencer sans financement. Et je dois toujours commencer sans financement. La plupart des boîtes qui commencent avec financement s'écroulent. L'argent fait beaucoup de mal à la créativité, à la recherche, ça crée un confort qui fait qu'on n'y arrive pas. Et donc, mes clients, je les ai grâce à ce process. Donc maintenant, on va arriver à cette notion de MVP, Minimum Viable Product. J'ai essayé de trouver une image qui permette de l'illustrer. Si mon objectif, c'est de faire ça, donc Ferrari, Formule 1, mon MVP, c'est pas la roue de la Ferrari. Parce que la roue de la Ferrari, elle coûte 200 000 euros, beaucoup trop cher, et elle ne sert à rien. Mon MVP, c'est le kart, parce que ça permet de s'éclater aussi sur un circuit. Même proposition de valeur, sauf que là, bon, c'est un peu plus professionnel. Mais en soi, ça répond au même problème. Comment s'éclater en automobile sur un circuit? Sauf que le kart, c'est beaucoup plus facile à faire, je peux le fabriquer moi-même, à l'arrache, etc. Or, en général, on a envie de se faire plutôt un bout de notre produit final, qui coûte beaucoup plus cher et qui ne sert à rien. Donc c'est ça l'objectif du MVP, c'est d'éviter ce truc-là. Donc je vous donne les exemples connus en mode Silicon Valley sur ce sujet-là. Déjà, il y a le côté taille. Aujourd'hui, Google, ça nous semble toujours le gros truc, mais à la base, Google, ça a été créé uniquement pour être le moteur de recherche de la fac. Aucune vision, les mecs. Hein. Ils ne se sont pas dit qu'ils allaient dominer le monde ou quoi que ce soit. Hein. Ils ont refusé de revendre leur boîte pour 2 millions, ou 1 million, je ne sais plus, parce que ça ne leur permettait pas d'acheter une maison à Palo Alto. Quoi. Enfin, c'est pas du tout l'idée de devenir très très grand. Et c'est pour ça que ça devient grand d'ailleurs. C'est qu'en fait, quand on a une vision petite, on se concentre sur le maintenant. Donc c'était le moteur de la recherche de la fac, mais il était très bien. Bon, Facebook, ça savait tout que c'était une galerie de photos d'étudiants. On a Airbnb où du coup ils louaient leur propre lit en fait. Hein. Donc on commence par ce qu'on peut. Groupon, c'est intéressant parce que Groupon, c'était un blog WordPress ignoble, le plus moche possible, et une horreur. Je crois même qu'avant même d'être un blog, c'était juste une newsletter. Ça a été la plus grande croissance, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais en tout cas pendant longtemps, ça a été la plus grande croissance de l'histoire dans les startups, plus que Google et Apple, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment ils se sont dit il faut que ce soit beau, à aucun moment ils se sont dit est-ce que c'est vraiment parfait ce qu'on fait, etc. Ils ont juste trouvé des commerçants qui étaient d'accord pour faire un rabais et ils ont envoyé ça et les gens ont dit ouais je veux des rabais quoi. Enfin ça ne va pas chercher plus loin. Dropbox, autre MVP, c'était une vidéo
Donc, parce que c'était un peu difficile, du coup, d'arriver à faire, avec les moyens techniques de l'époque, d'arriver à faire vraiment une toute première version utilisable. Donc c'était une vidéo qui faisait comme si ça existait déjà et qui proposait aux gens de se préinscrire pour pouvoir l'utiliser. Grâce à cette vidéo, ils ont pu lever l'argent qu'il fallait. Je crois que c'était un truc comme 3 millions de dollars. Donc, pas de business plan là. Juste, voilà ce que je propose. Plein de gens qui disent, je veux ça. On y va. Mais dans les faits, tu es d'accord que tu as ton idée et entre le moment où les gens disent je veux ça, ton idée elle a évolué, un truc de fou. Exactement. Mais grâce au fait que tu as fait une première version et que tu t'es pris des portes ou tu t'es pas pris des portes. Ouvert, fermé, hein, ça va pas plus loin. Donc on oublie. Les études de marché, ça c'est le pire de tout ça. À chaque fois je vous dis qu'il y a pire, en fait ça c'est encore pire. Alors qu'est-ce que j'entends par études de marché? Tout ce qui est case à cocher. Parce que la case à cocher, en fait, ça ne permet pas d'avoir la vraie information qu'on cherche. En fait, on offre un choix aux gens parmi nos propres fantasmes. On leur dit, voilà, dites-nous. Et ça arrive souvent que les mêmes personnes qu'on a eues dans l'étude de marché, qui ont coché, oui, ça c'est trop bien, vous allez les voir, et leur dire, bah voilà, ça existe, achetez. Ils disent, ah non, non, mais effectivement, c'est trop bien, après moi, j'ai pas besoin, mais c'est trop bien. Et vous pouvez vous retrouver où 100% des gens qui ont dit que c'était trop bien disent c'est trop bien, mais pas pour moi. La seule étude de marché valable, c'est d'avoir récupéré quelques euros en face d'un service. Et pas de 3000 personnes. Il vaut mieux 5 personnes qui ont vraiment acheté un truc que vous vous êtes embêté à faire, que 3000 qui ont dit ouais c'est génial. L'autre truc des études de marché, c'est tous ces trucs sur, vous savez, qu'on peut acheter en ligne sur le marché, il a telle taille, et puis il y a tel acteur, etc., etc. À mon avis, les concurrents, même les concurrents, on peut les ignorer. Alors après, on peut avoir une approche où on essaye de se dire, je vais m'inspirer de ce qui existe déjà, etc. Et ça peut être effectivement, quand on rentre sur un marché déjà très concurrentiel, il y a déjà plein de trucs, ça peut être un avantage concurrentiel d'arriver en dernier, d'être le dernier entrant. Mais en soi, est-ce qu'on a réellement besoin de faire une étude détaillée quand on en est au stade où on est tout seul avec son kayak et sa rame? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est du temps perdu, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de son temps, hein, la création d'entreprise, c'est ça. On a un certain temps de vie qui en général correspond aux 2 ans de Pôle emploi. Qu'est-ce que je fais de ces 2 ans? Et c'est ça qui va faire mon échec ou mon succès, c'est comment j'ai réparti mon temps. Donc si je peux éviter de répartir mon temps et mon argent dans des conneries comme ça, c'est mieux. Ensuite, on a la protection des idées. Comme j'ai déjà expliqué que les idées ne valent rien, ça veut dire que ça ne sert à rien de les protéger non plus. L'exception à ça, c'est si on est sur une boîte qui est basée sur l'exploitation d'un brevet ou d'une découverte technologique. Mais dans quasiment la totalité des cas d'innovation ou d'innovation d'usage, on ne va pas s'amuser à essayer de planquer des trucs, puis d'envoyer des enveloppes solo, et puis de vérifier que personne n'est en train de piquer notre truc. Non, non, on ne se prend pas la tête avec ça. On évite aussi le « on n'a pas commencé la com ». En gros, de justifier un échec en disant « ça fait 1 an et demi qu'on est sur notre truc », c'est des cas tellement habituels, « ça fait 1 an et demi qu'on est sur notre truc, ça ne marche pas, mais on n'a pas encore notre agence de com ». On n'a pas commencé à communiquer. Il n'y a pas besoin de communiquer pour faire les premiers, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Le « je ne suis pas prêt », alors ça c'est dur quand on est en première création d'entreprise, d'accepter que si, on est prêt, parce qu'on est vivant, on a de l'air dans les poumons, donc on est prêt. C'est le seul truc qui est nécessaire pour commencer. Et le « je lance tel jour », alors ça j'ai tellement essayé moi de lancer tel jour, que mon conseil, ne lancez jamais tel jour, lancez. Et après, vous annoncerez que vous avez lancé ou que vous allez lancer en faisant un faux lancement. C'est impossible de tenir le délai d'un lancement. Donc, pareil. Donc, finalement, si on résume quel est le but du créateur d'entreprise ou de la créatrice d'entreprise, c'est de faire le plus d'erreurs possible, mais dans un laps de temps très court. Puisqu'en fait, ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on a appris de notre marché. Donc, plus je l'apprends de façon rapide, plus j'ai un avantage sur mes concurrents, qui est énorme. Tout ça nous permet quoi? Déjà de pouvoir pivoter plusieurs fois. On se moque beaucoup des startups et des gens qui pivotent. C'est dommage.
C'est un signe d'intelligence, ça veut dire que j'ai constaté des choses. Et ouais, tu nous as pas dit ça la dernière fois. Oui, bah justement, j'ai gagné en intelligence. Pouvoir abandonner aussi, parce que quand on a passé 2 ans sur un projet, qu'on a divorcé parce qu'on est devenu irascible, qu'on a dépensé 50 000 euros dans des conneries, c'est beaucoup plus difficile d'abandonner qu'au bout de 4 mois, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a interrogé plein de gens, qu'on a essayé de leur vendre des trucs, qu'on leur a parlé plein de trucs et que tout le monde s'en fiche. À ce moment-là, on peut dire oui, bah en fait non, c'est pas une bonne idée, j'abandonne, j'ai rien perdu. 4 mois, c'est sympa, pas de problème. Donc ça, c'est hyper important aussi. Ne pas s'enfoncer dans un processus où je n'ai quasiment jamais de contact avec des vrais clients parce que je me prépare, je mets de côté mes idées, etc. pour pas que les gens les voient, et que le jour où je lance, il ne se passe rien, et que ça fait 1 an et demi que je suis dessus, j'ai plus que 3-4 mois pour pivoter, c'est trop tard, c'est mort. Ça, c'est terrible, et c'est courant. Alors, je vais essayer de vous donner un petit exemple d'un truc que j'ai fait cette année. Alors, comme c'est cette année, je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner ou pas. Mais je me suis un peu intéressé sur le marché de l'immobilier à partir de l'expérimentation d'un problème que beaucoup de gens ont expérimenté, qui n'est pas du tout nouveau, et il y a plein de gens qui se sont posés les mêmes questions que moi avant. En gros, j'ai essayé de déménager de chez moi, juste en tant que locataire, et ça m'a pris 1 an d'arriver à déménager, parce que j'arrivais pas à avoir de visites, et quand j'arrivais à avoir les visites, j'arrivais pas à avoir la réactivité qu'il faut pour que le dossier soit pris, machin, etc. Et j'étais dit, mais moi j'aimerais bien payer pour que ça soit fait à ma place. En gros, tu me trouves des rendez-vous. Voilà. J'avais ça comme idée dans le truc. Je me dis, mais si moi je suis prêt à payer, est-ce que d'autres sont prêts à payer? Et j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui crée une boîte exactement sur le même sujet. Donc on s'est associés. Moi, très petit temps, hein, je fais juste comme ça de temps en temps des petites interventions, mais surtout je l'ai incité à faire exactement ce que je vous ai dit là. Donc on lance tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un site web avec nos propres moyens, sans designer, sans rien, très moche, qu'on a mis en ligne. On disait, voilà, inscrivez-vous ici et on va vous envoyer des rendez-vous pour visiter des apparts qui vous plaisent. Donc on a constaté que les gens s'inscrivaient et nous laissaient leur dossier complet, c'est-à-dire avec toutes les informations qui sont demandées par les agences. Le salaire, tous ces trucs-là qui demandent, quoi. Donc on a validé que côté utilisateur, les gens étaient prêts à le faire. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Par contre, côté agence, on a fait des entretiens, on s'est fait renvoyer. Alors, à un moment donné, on pensait aller sur les propriétaires. Au tout début, on était sur les propriétaires en direct. On s'est rendu compte que même en leur proposant le service gratuitement, on se faisait insulter au téléphone. Ils disaient, mais pourquoi vous m'appelez, machin, etc. Je dis, c'est pas possible. Clairement, ça ne sert à rien d'y aller. On va se faire dépoiter le jour où on aura créé un truc. Donc, on a fait ce premier cycle. Après, on a fait des entretiens avec les agences. On avait vu dans une étude de marché que il y avait, c'est un truc qui avait, en fait, mon associée, elle avait fait déjà un business plan avant qu'on se rencontre. Et dans ce business plan, il y avait une étude de marché et qui disait que les agences dépensaient à peu près 15 ou 20 000 euros par an en moyenne pour Le Bon Coin et Se Loger, pour publier les annonces. Et nous, on vient avec l'idée qu'il n'y a plus besoin d'aller sur Se Loger et Le Bon Coin, puisqu'en fait, en gros, quand vous mettez en ligne votre bien, vous nous le donnez à nous, et puis nous, en fait, au lieu de publier quelque chose, on a déjà la base de données des gens qui cherchent un truc, et on l'envoie direct à eux, ils disent je visite demain ou après-demain, etc. C'était ça l'idée. Et l'idée, attention, parce que... Voilà. Et on s'est rendu compte, et on s'était dit, mais attends, s'ils payent 15-20 000 euros et que nous, on leur propose de payer 5 000, forcément, ils vont être d'accord. C'est évident. Pas du tout. Après des entretiens d'1 heure, machin, avec pas mal de personnes, on s'est rendu compte que non, parce qu'en fait, il y a plein d'autres problématiques qui se cachent derrière ça. Notamment des problématiques de fluidité. C'est-à-dire, en gros, comme ils sont connectés via leur logiciel de gestion, en fait, ils sont connectés pour pouvoir faire en un bouton, ça publie. Nous, on n'a pas ça, on n'est pas connecté dans un logiciel de gestion. Donc, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite qu'ils nous envoient spécifiquement les informations, donc c'est du temps perdu, ça change leur process, ils ont plein de gens, machin, etc. Bref, non, je préfère payer 15 ou 20 000 euros, machin, etc. Donc il a fallu trouver une solution à ça. Et donc on a changé la façon dont on commercialise en allant s'adresser aux logiciels de gestion eux-mêmes. Ce qui nous permet d'avoir accès direct à des milliers de clients qui sont dans les logiciels de gestion.
Mais jamais on n'aurait eu cette idée si on n'avait pas d'abord passé du temps à faire ça, à essayer de vendre le truc en vrai. Du coup, là, ça fonctionne? Bah, conclusion, maintenant, on a un partenariat avec, avec un éditeur de logiciel qui va rendre la solution disponible pour tout le monde. Gratuitement pour le moment, parce que notre but, c'est déjà de voir si les gens, ça leur enlève une épine du pied. Si ça leur enlève une épine du pied, qu'ils n'utilisent plus que notre système, le jour où on va dire, poum, ça coûte tant, normalement, ça va fonctionner. Et C'est pas le sûr. modèle, ça serait qui paierait? C'est le logiciel de gestion ou c'est quelqu'un? Eh ben, on l'a toujours pas défini, parce qu'en fait, on n'en est pas là. Donc, alors, comment est-ce qu'on trouve un problème qui compte? Ça, en fait, ça va nous permettre d'arriver à la notion d'entretien. Comment est-ce qu'on trouve un problème qui compte? En fait, la seule façon d'arriver à le trouver avant de vraiment commencer à créer sa boîte, c'est de passer des heures et des heures avec les gens. Si vous faites ça, normalement déjà vous avez des infos. Alors après, là on va faire une méthode ensemble qui permet de pousser ça comme il faut. L'idée c'est qu'il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Ça c'est ce qu'on fait dans les études de marché. Ils cochaient, vous aimez ça, oui, non, machin. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, les gens ne sont pas des experts de solutions. Ce sont des experts de problèmes. Ce qui est l'inverse de l'entrepreneur, qui lui n'expérimente pas spécialement un problème, mais aime trouver des solutions. Donc on demande aux gens ce qu'ils ont comme problème. Sauf que même quand on leur demande ce qu'ils ont comme problème, en général, ben non, moi j'ai pas de problème. Parce que j'ai vécu toute ma vie comme ça, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Donc si vous allez demander à quelqu'un au 19e siècle s'il a des problèmes de rapidité de déplacement, il dit mais vous rigolez, j'ai des chevaux, ils vont super vite, aucun problème de déplacement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'après il y aurait le TGV. Donc voilà, ça c'est pas possible du coup non plus. Donc pour expérimenter les problèmes des gens, il faut discuter longtemps. Alors, l'idée, en fait, au-delà de la longueur, c'est qu'il faut déjà privilégier uniquement des questions ouvertes. Donc on va faire un exercice ensemble et vous verrez, si vous posez une question fermée, je vous dirai non, il faut reformuler. Alors, le but, c'est vraiment de comprendre quelles sont les tâches que les gens font. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans telle circonstance, etc. Notez toutes les tâches que les gens font. Parce qu'en fait, en notant les tâches, on rentre dans leur quotidien. Alors les tâches, ça peut être des trucs très variables. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, par exemple, l'autre fois, je le faisais pour du basket, quelqu'un qui pratique le basket, le but, c'est de savoir qu'est-ce qui compte lorsque la personne va décider de faire du basket. Et la personne, c'est pas la même personne si elle a 15 ans, si elle en a 30 et si elle en a 50. En l'occurrence, c'était les personnes de 20 à 30 ans, comment est-ce qu'elles décident d'aller faire du basket. Le but, c'était de savoir si on pouvait ouvrir un service innovant sur le sujet. Bon, bah, là, on peut faire 1 heure d'entretien sans aucun problème, voire 2, sur uniquement ce sujet-là. Comment est-ce que je fais du basket. Et donc, le but, en fait, c'est qu'une fois qu'on a découvert toutes ces tâches, on va faire une liste. Et à partir de cette liste, on va ensuite demander à la personne, on va soi-même formuler des problèmes, et on va ensuite formuler les problèmes à la personne et lui demander de les apprécier. En gros, l'idée, c'est de dire, une fois que j'ai vraiment tout noté, je me dis, ouais, là, il y a peut-être un problème, j'exprime le problème, sous la forme de quelque chose qui commence par augmenter ou diminuer. Par exemple, je veux diminuer la difficulté de trouver un partenaire pour faire du basket. Je veux augmenter la fréquence avec laquelle je fais du basket, un truc comme ça. Et la personne va dire 2 choses. Est-ce que c'est important pour moi? Et est-ce que actuellement je suis satisfait de ce que j'ai sur ce sujet? Parce que pour arriver à faire un truc qu'on va vendre, il faut à la fois que ce soit important et qu'en plus, la personne soit très insatisfaite. Parce que si c'est très important, mais je suis très content, je ne vais pas acheter. Si je ne suis pas content du tout, mais qu'en même temps, ce n'est pas vraiment important, il y a peu de chances aussi que j'achète. Il faut vraiment une combinaison des deux. On les fait noter, leur niveau d'importance et leur niveau de satisfaction. Donc on va le faire en concret là. Bon, et ben jour 2. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler un peu de la philosophie du growth hacking. Pendant une petite demi-heure, avec aussi l'introduction du concept AARRR. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Non. Donc on va parler du AR. Et puis ensuite, on va faire un peu de Zapier pour vous apprendre à automatiser tout.
tout ce que vous voulez. Donc, la philosophie du gros hacking, en fait, c'est pas quelque chose de bien compliqué finalement. C'est juste de dire qu'on arrête de faire des présomptions et qu'on fait des tests. Donc, par exemple, quand j'entends encore des fois cette phrase qui me met des frissons rien que de l'entendre, c'est « Je pense qu'il vaut mieux faire de la pub sur LinkedIn que sur Facebook quand on est en B2B ». On présume que parce que LinkedIn, c'est un truc B2B, alors c'est forcément sur LinkedIn qu'il faut faire de la pub. Ça, c'est faux. D'ailleurs, on a même, rien que sur une campagne qu'on a fait aux États-Unis, on a eu un coût d'acquisition sur LinkedIn de 120 $ par lead et de 8 sur Facebook. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une grosse différence. Après, le coût d'acquisition, c'est la seule façon de toute façon mesurer la réussite du truc. Donc, obligatoirement, quand on dit « je fais du gros hacking », en fait, ça veut dire que je suis capable de sortir des phrases du type « j'ai un coût d'acquisition de temps et de temps ». Et comme ça, je choisis quel est le meilleur canal. Et quand on est en création, il faut oublier le mix marketing, c'est-à-dire le fait de dire je vais mettre un petit peu d'argent partout, machin, etc. Je fais un truc, et ce truc-là, c'est ce qui marche le mieux. Donc je vous montrerai après comment est-ce qu'on fait pour choisir quel truc on fait, mais de toute façon, on ne va pas mettre ses yeux dans trop de paniers. 1 ou 2 paniers maximum. Oui. Qu'est-ce que tu entends par coût d'acquisition? Coût d'acquisition, c'est simple, c'est que par exemple, si tu fais de la publicité sur AdWords, disons, donc publicité sur Google, et que à chaque fois que quelqu'un clique sur un résultat, ça te coûte 1 €. Et bah, du coup, ça veut dire que si derrière, pour qu'il y en ait un qui t'achète quelque chose, il faut 10 clics, ça veut dire que 10 €, c'est ton coût d'acquisition. 10 fois les 1 €. Tous les 10 clics, je vais avoir une personne qui va devenir client. Donc si par ailleurs, ton panier moyen de client c'est 10 €, ça veut dire qu'en fait, tu ne gagnes pas d'argent. Donc c'est un panier percé. Je vais revenir sur ce concept justement dans le AARRR. Donc pareil, je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Alors, déjà, la notion de présence sur les réseaux sociaux, en conception de start-up, d'entreprise ou de lancement de nouveaux produits, c'est une absurdité. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être présent. Le but, c'est quoi? C'est de gagner des clients. Si je gagne des clients avec un autre canal qui marche super bien et que ça me permet d'affiner mon process et que je peux travailler sur d'autres sujets que uniquement l'acquisition, mais c'est très bien. Et puis être présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai posté des trucs, ça veut dire, enfin, c'est quoi le but? Le but, c'est uniquement la conversion. Ça aussi, c'est un point important du gros hacking. On ne pense qu'à ça. Le reste, mon image, machin, etc., ça, c'est des sujets pour plus tard. Là, tout de suite, ce qu'on veut, c'est atteindre un objectif clair et simple. Je suis bien référencé quand on tape tel mot-clé parce que je suis premier sur tel mot-clé. Alors, c'est quoi qui ne va pas dans cette phrase? C'est que clairement, la personne n'a pas compris la base du référencement. Or, dans le gros hacking, il y a aussi le fait de faire grandir, dans growth, donc croissance, c'est la croissance aussi de son esprit. Et donc, le but, c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment compétent sur tous les sujets qui concernent le web marketing, à minima? Ça ne veut pas dire que je suis expert dans tout, mais je ne raconte pas n'importe quoi et j'essaye de comprendre au maximum tous les enjeux du web marketing. Donc, si je n'ai pas compris qu'être bien passé sur un mot-clé en référencement, ça ne sert à rien, et que le référencement, c'est justement de tabler sur un très grand nombre de mots-clés pour ouvrir le plus grand nombre possible de portes vers mon site, je suis à côté de la plaque. Donc, je dois me renseigner. Notre métier est de proposer tel produit ou tel service. On en a déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Notre métier, ce n'est pas de proposer un service, c'est de résoudre un problème. Ça, c'est aussi quelque chose dont on a parlé hier, c'est le côté temps de réaction, temps de préparation. Dans la philosophie du gros hacking, il n'y a pas de préparation, ou très peu il n'y a pas de préparation, il y a très peu de préparation. Il y a je lance, je teste, j'améliore. Donc maintenant, on arrive à cette fameuse approche AARRR. Donc ça, c'est un framework très très connu. Hein. Le framework, c'est un modèle, quoi. Très très connu, donc c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça, c'est le cycle qui permet la conception de n'importe quelle entreprise ou produit ou service. De façon très simple. Donc, dans tout business, quel qu'il soit, il y a forcément tous ces éléments-là. Il y a une phase d'acquisition. Alors, l'acquisition, si je suis même hors ligne, par exemple, je suis boucher charcutier.
L'acquisition, c'est quoi? C'est comment je fais pour que les gens voient que j'ai une boucherie-charcuterie. Donc là, ce qui va jouer, ça va être l'endroit. Est-ce que j'ai une belle pancarte, enfin enseigne? Est-ce que ça donne envie de venir à l'intérieur, découvrir ma boutique? Si je suis en ligne, l'acquisition, ce sont tous les moyens d'acquisition de trafic web. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'emailing, les réseaux sociaux, le SEO, le SIA. SIA, donc Search Engine Advertisement, c'est tout ce qui est publicité sur les moteurs de recherche. Donc AdWords, majoritairement en Europe. Il y a Bing aussi aux États-Unis. On a également la pub sur les réseaux sociaux, Facebook Ads, Twitter Ads, et puis tout type de réseaux sociaux qui proposent un système de coût par clic. Et puis, vous avez également les canaux de remarketing, retargeting, c'est-à-dire en gros, les gens sont déjà venus ici, vous leur avez mis un cookie, et du coup, vous allez réussir à les recontacter par différents moyens dans leur navigation sur le web ailleurs. Donc, cette acquisition, c'est souvent le sujet sur lequel on a tendance à se focaliser, en se disant, j'ai pas de clients, donc il faut que je maximise mon acquisition. C'est un peu une erreur. Alors, pourquoi un peu? Parce que, évidemment, il en faut un petit peu quand même de l'acquisition. Si j'ai vraiment personne qui vient sur mon site, c'est mort. Mais souvent, on a tendance à se focaliser sur ça, alors qu'en fait, il y a l'activation et la rétention qui sont tellement fondamentaux que je peux perdre énormément d'argent à travailler sur ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est si fondamental de travailler sur activation et rétention? Ben parce que sinon, on va rentrer dans le phénomène du panier percé. Parce que si, par exemple, j'ai 1000 personnes qui viennent chaque jour sur mon site grâce au référencement naturel, et que sur ces 1000 personnes, j'en ai 10 qui s'activent. Ça veut dire 10 qui réalisent une action que j'attends d'eux. Donc, e-commerce, ajouter au panier, site classique, demander un devis ou prendre contact. Site plutôt basé sur la publicité, ça peut être visionner une vidéo, télécharger un PDF, etc. Bref, l'activation, ça veut dire que la personne est devenue active, elle a fait un truc. Bah, si en fait, sur ces 1000 personnes, j'en ai 10 qui activent, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de faire en sorte que ces 10 deviennent 20 ou 30 que d'arriver à avoir 2000 personnes. Parce que si je reste sur le même taux d'activation, si j'ai 2000 personnes en acquisition, que j'en ai 10 en activation, ça veut dire que pour en avoir 20, il faut que je multiplie par 2 mon acquisition, ce qui est extrêmement difficile, et extrêmement long et extrêmement coûteux. Donc la meilleure façon en fait de maximiser son revenu étant là, c'est quand même déjà de travailler sur l'activation. Ensuite, on a la retention. Alors la retention, c'est le truc le plus important dans la plupart des business. Ça constitue un acte qui peut être très différent selon le type de business. Alors en e-commerce, la retention, ça veut dire que les gens ont découvert votre site via un moyen d'acquisition X qui vous a certainement coûté de l'argent ou du temps. Ils ont tellement apprécié l'expérience client avec vous qu'ils vont revenir sur votre site sans passer par ces canaux d'acquisition, ça veut dire qu'ils vont directement taper l'adresse de votre site ou le rechercher dans Google ou encore ils l'ont mis en onglet, et qu'ils vont réaliser de nouveaux achats juste parce qu'ils ont apprécié votre service ou votre produit ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qui va permettre de calculer une lifetime value. La lifetime value, c'est combien me rapporte un client sur l'ensemble de la période où il va être client chez moi. C'est globalement combien me rapporte un client en fait, un même client. Si je suis en modèle SaaS, donc SaaS, Software as a Service, donc ce sont les logiciels en ligne. La lifetime value, c'est combien de mois les gens restent abonnés. Mais quelqu'un peut aussi être abonné pendant 3 mois, se désabonner et se réabonner plus tard. En tout cas, tant que cette personne-là ne repasse pas par mes canaux qui me coûtent de l'argent, son coût d'acquisition, c'était le coût d'acquisition initial, et ensuite, à chaque fois qu'elle refait des achats, qu'elle retravaille avec moi, ça augmente la lifetime value. Et la lifetime value, c'est le plus important. Si on est sur un business plus classique, du type devis, facture, etc., c'est pareil. Ça m'a coûté X d'arriver à ce que la personne me demande un devis, je lui ai fait une première presta cette année, l'année prochaine, je lui fais une deuxième presta, ça augmente d'autant ma lifetime value. Alors que si elle a trouvé que mon service était nul, elle ne va pas le faire.
Donc vous voyez la difficulté par contre pour améliorer la retention. C'est qu'en fait la seule façon de l'améliorer, c'est que vous fassiez quelque chose de cool. Donc ça tient quand même pas mal à votre compétence, à la pertinence du problème que vous réglez. Est-ce qu'il est si important que ça? On en revient à ce qu'on disait hier, l'importance. Est-ce que la satisfaction de ce client est suffisante, etc. Il existe néanmoins des façons de maximiser la retention, surtout quand on travaille avec un grand nombre de clients. Quand on travaille avec un petit nombre, cherchez pas, la retention, elle vient de votre relationnel à 80%. Quand on travaille avec des centaines de clients, elle vient aussi du relationnel, sauf que le relationnel, il est plus intuitu personnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas que entre deux personnes, c'est pas vous et la personne, c'est l'image que globalement votre entreprise va renvoyer à cette personne dans le cadre de son utilisation de votre produit ou de votre service. Et donc là, nécessairement, il va falloir mettre les choses en place avec des logiciels d'automation pour qu'on puisse maximiser le bon service à l'utilisateur. Alors par exemple, hier, on a fait un petit hack avec Autopilot, très simple, qui est d'arriver à dire aux gens, à partir du moment où tu es resté pendant 2 semaines, par exemple, abonné à mon service, ou alors que ça fait 2 semaines que tu as acheté tel truc, enfin peu importe, au bout de tant de temps, tu reçois un mail de la part de l'entreprise qui te dit est-ce que tu es satisfait ou non. Si tu réponds que tu es satisfait, je vais t'envoyer un deuxième mail pour aller dire aux autres que tu es satisfait sur un avis Google ou un avis Facebook. Ça sert à quoi? Ça sert à maximiser un truc dont je n'ai pas encore parlé, le referral. Ça veut dire que les autres entendent parler du produit ou du service et du coup ils viennent s'abonner. Et puis si la personne répond qu'elle n'est pas contente, elle va recevoir immédiatement un appel commercial pour comprendre pourquoi elle n'est pas contente et améliorer le service. Ça sert à améliorer la rétention. Et il y a plein de façons d'améliorer la rétention quand on a un grand nombre de clients. Pour ça, vous pouvez utiliser Autopilot que vous avez vu hier et aussi Zapier qu'on verra tout à l'heure. Et aussi plein d'autres logiciels. Évidemment, la qualité du message, la qualité du service client, etc., ça, ce sont des choses qui sont fondamentales dans l'histoire. Donc, ce n'est pas juste le fait de manipuler des logiciels qui va faire qu'on va y arriver. Le logiciel, c'est que l'outil qui permet de rendre massif quelque chose qui a été bien conçu à l'origine. Mais ça rendra jamais un service nul bon, ou un message nul bon. Donc là, on a expliqué un peu la retention. Maintenant, la referral. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important, surtout lorsque on a un service qui nécessite beaucoup d'utilisateurs qu'on ne peut pas acheter, parce que ce ne serait pas rentable. Donc l'exemple facile et typique, c'est je lance une plateforme sur laquelle j'ai besoin d'avoir beaucoup d'utilisateurs pour pouvoir revendre leurs données ou leur existence ou quoi que ce soit à des clients, type Facebook. Et évidemment, là, dans ce cadre-là, la façon dont les gens vont vous recommander l'application, c'est la seule possibilité de vraiment exploser le nombre d'abonnés au système. Donc par exemple, alors l'exemple, c'est un peu un exemple d'un ancien monde presque, mais qui est très connu, donc je vous le donne, c'est Hotmail. Hotmail, au début des emails, c'était pas évident d'avoir une adresse mail gratuite. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais en fait, à l'époque, c'était pas un truc évident. Et c'était très souvent lié aux fournisseurs d'accès, enfin, c'était assez complexe. Et Hotmail, en fait, ça appartenait pas encore à Microsoft, donc c'était une start-up indépendante. Et ils ont fait un truc tout bête, c'est qu'en bas de tous les emails envoyés par Hotmail, donc par quelqu'un utilisant Hotmail, il y avait un petit truc avec marqué « Créez vous-même votre adresse gratuite, votre adresse mail gratuite ». C'est juste ce petit truc-là, à une époque où ça ne se faisait pas, où c'était pas connu, etc., qui leur a permis d'exploser et d'être acheté par Microsoft, je ne sais pas combien de millions derrière. Donc ça, c'est un exemple. Évidemment, aujourd'hui, c'est bateau comme exemple, donc c'est pour ça que je vous le donne. Mais il y a énormément de façons d'arriver à maximiser cette retention. Et là, il faut faire preuve de créativité. Et là, les logiciels sont fondamentaux. Vous êtes en galère, les gars? Alors ça aussi, ça peut être vachement utile d'utiliser les systèmes d'avis. Parce que forcément, les gens tapent majoritairement dans Google telle marque avis. Par exemple, nous, il y a un Google Suggest. Quand on tape Optimize Me, Google suggère avis. Donc on sait qu'il y a plein de gens qui cherchent des avis sur ce qu'on propose.
Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut maximiser le fait que quand les gens tapent ça, ils tombent sur des bons avis dans Google. Et ça aussi, on peut travailler dessus. Donc, il faut s'intéresser en fait à tout ce que les gens vont avoir comme process pour essayer de se conseiller les uns les autres et d'être présent là-dedans. Accompagner les gens, parce que si vous téléphonez à quelqu'un qui est super content de votre service, que vous lui proposez un petit entretien, vous discutez un peu avec lui sur son expérience, vous lui apportez un peu de valeur, des conseils supplémentaires ou je sais pas quoi, et qu'à la fin vous lui dites bah tiens, je t'envoie tel lien, est-ce que tu peux cliquer dessus, voir si tu arrives à accéder? Oui, ok. Est-ce que tu pourrais mettre un petit avis là dessus, machin, etc. Si vous faites ça, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir l'avis. Si vous envoyez juste un email en disant tiens, est-ce que tu peux aller mettre un avis sur internet? Peu de chance. Si vous voulez un avis, vous envoyez exactement l'URL de l'endroit où il faut aller, etc. Le revenu. Le revenu, c'est ma capacité à transformer tout ça en argent. Parce que si j'ai une super activation, que les gens restent souvent, etc., mais que derrière, je ne gagne pas vraiment d'argent, c'est un problème. Ça peut arriver, parce que par exemple, si j'ai une masse d'utilisateurs assez importante, mais que c'est des utilisateurs gratuits, le but, c'est qu'après, je les monétise. Donc, si j'arrive pas à les monétiser, pour l'instant, j'ai encore pas réussi à vraiment faire mon entreprise. Donc, ça reste quand même le truc central. Alors, on peut travailler spécifiquement sur la partie revenu. Alors, je vais vous donner un exemple personnel là-dessus. Il y a quelques mois, on s'est dit, on va lancer quand même une offre d'accompagnement. Je vous en ai un petit peu parlé hier. D'accompagnement, parce que le logiciel seul c'est bien, mais en fait ce serait pas mal quand même qu'on ait des gens qui ont envie d'être accompagnés aussi humainement, et il y a vraiment quelque chose de complémentaire à faire. Donc on a imaginé une offre. Donc au lieu de se dire on va changer tout le site pour présenter l'offre, etc., on n'a pas fait ça du tout, on a même pas fait une landing page. On a juste fait un truc, c'est que quand les gens essayent le logiciel, avec Autopilot, on a fait en sorte qu'il y ait un truc qu'on appelle un proactive heads up, c'est-à-dire une petite fenêtre qui s'ouvre tout en bas à droite et qui dit un truc du type bonjour, est-ce que ça vous dit qu'on vous fasse un audit gratuit de votre site? Oui, non. Oui, ok. Ça renvoyait vers un logiciel qui s'appelle Calendly qui permet de prendre des rendez-vous directement avec un commercial. En l'occurrence, c'était moi. Donc, du coup, j'avais mon agenda qui se remplissait de rendez-vous commerciaux. Premier indice que ça commençait à marcher, c'est qu'à partir du moment où on a mis ça, je faisais que ça de ma journée. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait un intérêt déjà. S'il n'y avait pas eu d'intérêt déjà, bon, c'était peut-être un peu pas forcément utile de continuer, ou alors il fallait changer le message, etc. Il fallait réessayer autre chose. Mais là, intérêt énorme. Ensuite, on a commencé à faire du coup ces entretiens commerciaux. Au début, je le faisais, j'avais rien comme support. Je discutais avec les gens. Après, j'ai commencé à me faire un support avec 5 slides. Et puis au fur et à mesure, en fonction de ce que je racontais et là où je voyais que ça percutait chez les gens, j'ai commencé à rajouter pas mal de slides. Jusqu'à ce qu'à la fin, il y a un process où globalement, quand on fait ces slides-là avec ce discours-là, toujours le même, quasiment toujours le même, on va dire, avec très, très peu de variations, on se rend compte que ça signe, et que les gens à la fin, du coup, sont enthousiastes et signent des contrats annuels d'accompagnement avec le logiciel. On se dit, c'est super. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté QMars ici, qui du coup est commercial et qui maintenant applique ce process. Comment est-ce qu'on a fait encore évoluer ça? Comme du coup il y a commencé à avoir pas mal de gens qui signaient, ça devenait pénible de faire les contrats à la main. Donc du coup, on a automatisé les contrats avec Zapier, WebMerge, etc. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure comment on fait ça. Donc les gens, ils ont juste un lien, ils voient leur contrat. Nous, on a juste un petit truc à bouger dans notre logiciel, en fait, un drag and drop dans notre logiciel de CRM qui permet de gérer les clients, on va dire. Et ça génère le contrat, ça leur envoie et ils le signent. Après ça, du coup, une fois qu'on a vendu, il faut quand même le faire après, derrière. Donc on a commencé à cadrer le process d'accompagnement parce qu'il y a tellement de gens qui ont signé qu'au début, on n'était même pas prêt à vraiment le gérer. Donc on a travaillé sur ça. Mais finalement, si on regarde, c'est quoi cette démarche-là? C'est quoi? C'est travailler spécifiquement sur un point de tout ça, qui est le revenu. On avait déjà tout ça, on avait déjà une méthode d'acquisition, le SEO majoritairement, 90% de notre acquisition c'est le SEO. On a juste fait un petit truc pour ajouter un autre type d'activation pour les gens qui sont en test dans le logiciel. Ça, c'est le Proactive Heads Up.
une autre façon d'activer. On avait déjà une bonne activation, mais qui n'était pas celle-là. Et derrière, ça nous a permis de maximiser notre revenu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on valide, parce que ça fait que quelques mois qu'on fait ça, qu'en retention, on va être bon. C'est-à-dire que les gens vont être contents de notre service. Maintenant, c'est notre priorité numéro 1. Parce que s'ils sont contents, ils vont nous faire du referral. Il y a 2 jours, il y a une cliente qui nous a envoyé, c'est la première qui nous a vraiment envoyé un client sur cette offre-là, parce que ça fait déjà un moment qu'elle est dans le truc, elle est contente. On a eu un client, on a signé le jour même. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça que les gens arrivent, votre process commercial, il passe de ça à ça, en fait. Non, c'est le principe du bouche à oreille digitalement. C'est ça. Donc, dans l'idée, développer une entreprise, ça consiste à mettre ça en place une première fois de façon dégradée. C'est-à-dire le truc le minimum que je peux faire, le truc le plus basique que je peux faire. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'était juste faire un proactive heads up et puis un rendez-vous commercial. C'est tout. Ensuite, je vais améliorer chaque point. Donc quand je conçois le système qui permet d'automatiser les contrats, je travaille sur le revenu, parce que ça me permet de passer moins de temps à faire les contrats, donc plus de temps à faire le commercial, et j'augmente mon revenu. Ensuite, là, en ce moment, on fait des points sur le retention. On va faire des documents cadres, on va faire des vidéos pour automatiser certaines formations qu'on fait, qui sont tout le temps les mêmes. Donc plutôt que de les faire tout le temps humainement, on va les faire via des vidéos qui seront parfaitement conçues, etc., pour nous consacrer à des choses plus utiles pour le client, etc., apporter plus de valeur. Donc finalement, moi, mon conseil, vous faites ça, et ensuite, vous travaillez de temps en temps, 2 semaines sur tel truc en particulier, ou 3 semaines, ou 1 mois, le temps qu'il vous faut, ensuite sur tel, etc., etc. Et vous allez toujours là où ça pêche le plus, et vous améliorez cette partie-là. Sous forme de test-erreur. Il y a aussi des fois où on a essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné du tout, on a laissé tomber. Évidemment, là je vous ai parlé d'un truc qui a marché. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup plus de trucs qui n'ont pas marché que de trucs qui ont marché. Dernière chose aussi sur du coup, ce mécanisme-là, c'est que plus on est en amont, plus ça nécessite de faire des choses manuelles avec une énorme intensité. Donc on en parlait hier, donc je partage un peu ce propos-là. En fait, tout ça, au début, ça doit être extrêmement manuel. Il faut qu'on ait vraiment un relationnel direct avec les gens pour pouvoir le tester réellement et comprendre comment ça fonctionne. Donc le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est Uber. Parce que des gens qui ont voulu faire Uber, il y en a plein. Et des gens qui font encore actuellement des systèmes à la Uber, où ce n'est pas forcément sur le domaine des voitures, mais où globalement j'ai besoin d'avoir des prestataires d'un côté et des clients de l'autre, et que les deux doivent être mis en relation, c'est tous les jours. La mauvaise façon de créer ça, c'est de faire un cahier des charges, de faire développer une application par une agence, pour ça d'aller chercher de l'argent chez BPI, etc., de dépenser 50 ou 100 000 euros, et de se rendre compte à la fin que personne ne l'utilise parce que c'est pas ergonomiquement conçu, parce que personne ne connaît le truc, parce que quand il y a un utilisateur qui vient, il se rend compte qu'il n'y a pas de taxi, que quand il y a un taxi qui vient, il se rend compte qu'il n'a pas de client, et que c'est le bordel. Ça c'est 99% des cas de création de ce type de start-up. C'est pour ça que ça marche pas. Donc la façon dont Uber a été conçu, pas d'application, un Google Sheet, donc Excel en ligne, où les types s'inscrivaient pour dire j'ai besoin d'une voiture. Et toute la journée, les fondateurs d'Uber, ils étaient au téléphone. Ils avaient fait un numéro même pour pouvoir commander des taxis. Alors, c'était pas des taxis, c'était des VTC, quoi. Et puis, leur temps, il était consacré uniquement aux gens. C'est-à-dire les VTC à qui ils payaient des super repas, alors qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais parce que le but, c'était que ces gens-là les aiment, et satisfaire les gens qui ont besoin d'un véhicule. Mais satisfaire à tout prix, c'est-à-dire si c'est à 22h30 et qu'il faut que je passe un coup de téléphone, que je passe un coup de téléphone à 15 personnes pour lui trouver un VTC et que ça me rapporte 5 $, je le fais. Parce que c'est comme ce qui me permet d'amorcer la pompe. C'est hyper dur, c'est hyper long, c'est hyper chiant, mais ça n'existe pas de start-up immense qui est montée sans d'abord faire beaucoup de choses manuelles. Et le lien avec ça, c'est qu'en fait, d'abord, je fais un truc pas terrible manuel, et je vais progressivement automatiser des trucs. L'application, elle ne doit pas être créée pour lancer le process. Elle doit être créée pour automatiser un process déjà existant. Et c'est comme ça que je fais une application bien conçue. C'est comme ça que je fais un truc
qui va pas être à côté de la plaque et qui va être génial d'un point de vue de l'utilisation. Mais ce qui est hyper frustrant et qui fait qu'on se trompe toujours quand on crée ce genre de boîte, c'est qu'une fois que ça existe, ça semble tellement évident qu'on se dit que c'est hyper facile. C'est vrai que Uber, c'est hyper évident quand on le regarde. C'est pas compliqué, je demande un truc, il vient, bon. L'application, elle est hyper simple. Mais faire quelque chose de simple, c'est impossible tant qu'on n'a pas fait un truc pénible avant, un truc manuel pénible avant. Donc, je crois que c'est l'incubateur Wild Combinator qui dit, il a des guidelines, et une de ces guidelines, c'est Do things that don't scale. Faites des choses qui ne permettent pas de grandir, qui ne sont pas automatisables, qui ne permettent pas d'être faites tout de suite à grande échelle.